On se souvient beaucoup plus longtemps d'un coup de cœur et d'une belle rencontre que d'un bel hébergement. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je veux retenir et qui est un peu le pilier aussi de Gringo. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de mettre en avant des hébergements qu'on appelle nous pépites. Mais c'est aussi et avant tout, en fait, des relations qu'on va pouvoir nouer avec les hébergeurs. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Clés du Gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Aujourd'hui, en plus d'un podcast, Les Clés du Gîte devient aussi une plateforme digitale qui inspire les hôtes en activité et en devenir. Ma volonté est de vous faire gagner du temps en proposant une information triée, vérifiée et validée par notre équipe. Fini les heures de recherche sur Internet. Les Clés du Gîte devient la référence pour vous accompagner dans le développement de votre activité ou la création de votre projet. Cette nouvelle interview, j'ai eu le plaisir de l'enregistrer en face à face au sein de mon gîte, le Moulin de Bernard. Je m'attendais à voir débarquer un barbu au chapeau de cow-boy avec un flingue à la ceinture et dont chaque pas ferait cling, cling. Mais en fait, pas du tout. Le Gringo avec lequel j'avais rendez-vous, c'est Mathieu Ravard, l'un des 4 cofondateurs de Gringo, l'alternative française et responsable à Booking et Airbnb. Rien à voir avec le film. Pendant notre échange, Mathieu nous raconte tout d'abord l'histoire de cette nouvelle plateforme de réservation, la prise de conscience écologique et la volonté de porter une initiative à impact pour chacun de ses fondateurs. Nous avons parlé de leur façon de créer une relation gagnant-gagnant avec les hébergeurs, des tendances du tourisme post-Covid ou encore des critères de sélection des établissements qu'ils représentent. Les fondements de la plateforme Gringo sont la qualité de l'expérience, la durabilité et l'humain. Bon, je vous rassure, on a aussi partagé une bière assis sur un banc en regardant le coucher de soleil. Bonne écoute à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'être venu à mon micro, donc sur le podcast des Clés du Gîte. Tu es cofondateur de Gringo, l'alternative responsable à Booking et Airbnb. Avant toute chose, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici au Moulin de Bernard. Je suis ravi de te voir pour de vrai, on va dire. Et bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Mathieu Ravard, j'ai 30 ans, je suis périgourdin. Donc je viens de pas très loin d'ici. Et effectivement, je suis le cofondateur de Gringo, l'alternative française et responsable à Booking Airbnb. Alors, depuis quand vous avez créé Gringo ? Alors, on travaille sur le projet depuis 1 an et demi. Donc, on a commencé effectivement à réfléchir à Gringo il y a 1 an et demi à 4. Et l'activité Gringo, on va dire à partir du moment où on a lancé les réservations, à peu près 7 mois. Ah oui, donc c'est encore tout jeune. C'est encore tout jeune. On a beaucoup appris au début, on continue d'apprendre, mais on est très content de comment ça se passe. On est très content aussi des retours hébergeurs et des retours voyageurs. Et ça nous conforte vraiment dans notre idée, dans notre projet. Comment est venue l'idée alors ? Alors l'idée, c'est une prise de conscience écologique de la part des 4 cofondateurs. Il faut savoir que le tourisme, c'est à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau global. Les 3/4 viennent du transport, hein. Et donc c'est là où on s'est dit, il y a vraiment un enjeu en fait de faire voyager les gens moins loin, déjà de leur faire comprendre l'impact du tourisme lointain et aussi de leur donner envie d'aller moins loin, notamment en France où on a plein de belles choses à voir. Et donc tous les 4, vous êtes quoi ? Vous êtes potes à l'origine ? Vous étiez en école ensemble ou quoi ? Alors c'est une histoire assez marrante. Il y a 3 potes, j'en fais pas partie. Donc il y a Guillaume, Félix et Antoine qui étaient 3 potes. Ils ont fait Polytechnique ensemble. Et donc ils ont eu l'idée du projet au départ. Et donc moi je les ai rejoints quelques mois après. Et donc voilà, maintenant je peux dire qu'on est tous les 4 potes, ou en tout cas je l'espère. Un petit message pour voir après. Et donc vous avez quitté vos emplois pour créer Gringo ou est-ce que vous étiez tous dans une phase un peu de recherche ? Non, complètement. On a quitté nos emplois. On avait vraiment, je pense, tous les 4 besoin de plus de sens, de travailler pour un projet à impact, un projet dans lequel on croit et qui correspond aussi à nos valeurs, qui est aligné avec nos valeurs. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit il faut y aller à fond, quoi. Et donc la question de garder un job et de garder une situation stable en même temps, c'est pas forcément posé. On s'est dit on y va à fond tous les 4. C'est comme ça qu'on va y arriver. Bon, vous êtes tous jeunes quand même, non ? Vous avez moins de 30 ans ? Non, on a passé les 30 ans. Donc moi je les ai passés l'an dernier. Guillaume, Félix et Antoine les ont eu cette année. Okay, donc moi je suis le plus vieux de l'équipe.
Ok. Et donc effectivement, l'enjeu de quitter un emploi n'était pas forcément un gros risque et c'était une motivation pour se lancer à fond dans le projet. Effectivement, c'était pas un gros risque, hein. Je pense que si je le compare à d'autres personnes qui sont un peu plus avancées, hein, dans leur parcours, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, avec maison, enfants, etc., c'est plus compliqué, hein, de tout lâcher pour se lancer dans un projet comme ça. Même si, entre-temps, bah, il y a Guillaume, mon ami associé, qui est devenu papa en même temps que le projet, qui s'est marié également, et ça a été un peu la naissance aussi de la prise de conscience écologique. Donc tous ces événements se sont quand même passés, mais effectivement, c'est plus facile de se lancer dans un projet un peu plus jeune quand on a moins d'attaches que d'ici quelques années, je pense. Non, mais c'est super parce qu'en plus, du coup, vous y apportez vraiment de la fraîcheur sur ce métier, sur ce domaine qui était un peu poussiéreux, moi, je trouve. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on n'a pas forcément trop d'expérience, hein, dans l'industrie, même si quelques-uns d'entre nous ont travaillé en tant que consultants pour certaines marques dans ce marché-là. On a beaucoup appris au début, on a beaucoup étudié le marché aussi pendant plusieurs mois avant de se lancer pour comprendre si ça valait le coup, quel était l'axe qu'il fallait qu'on prenne. Et on continue d'apprendre tous les jours, hein. Moi, je parle à des hébergeurs toute la journée, donc j'apprends à chaque conversation. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, d'arriver avec des idées, on va dire, nouvelles, même si voilà, tout le monde a de très bonnes idées, mais d'avoir un œil un peu différent pour avoir peut-être des idées, mettre en place des idées un peu plus disruptives. Est-ce que vous aviez déjà pour habitude de séjourner vous-même dans des gîtes et des maisons d'hôtes? Oui, ouais, complètement. Moi, je suis un peu, on va dire, je suis le chef de groupe, en fait, de mes amis, ou l'organisateur en chef, on va dire, de mes amis ou de ma famille. Donc, moi, j'ai pour habitude, hein, de toute façon, d'être celui qui cherche, sélectionne les options de gîte ou de chambre d'hôte, et du coup, qu'envoie tout aux amis ou à la famille, et donc à charge à eux de choisir, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs une typologie de logement que moi, j'apprécie beaucoup plus que des typologies d'hébergement un peu plus standardisées comme les chaînes d'hôtels. Je trouve que voilà, la particularité d'un gîte ou d'une chambre d'hôte, c'est vraiment cette relation qu'on va pouvoir nouer avec l'hébergeur. C'est quelque chose qui me tient personnellement très à cœur, qui est important pour moi dans ma vie de tous les jours, mais aussi avec Gringo. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les gîtes, ce gîte notamment, et voilà, et aussi les chambres d'hôtes, bien entendu. Et à quoi tu es attentif quand tu es client d'un gîte ou d'une chambre d'hôte? Quels sont les détails qui pour toi sont différenciants? Je pense que ce qui est important, comme je viens de le dire, hein, ce qui est important pour moi, c'est le lien et la relation qu'on va pouvoir nouer avec l'hébergeur. Il y a une réelle différence quand on arrive dans un endroit où l'on est bien accueilli, où on a les bons conseils, où l'on nous dit quoi faire, quoi voir dans le coin. Et donc ça nous aide vraiment beaucoup et c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi, plus que la beauté d'un gîte, hein. Je dis souvent, on se souvient beaucoup plus longtemps d'un coup de cœur et d'une belle rencontre que d'un bel hébergement. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je veux retenir et qui est un peu le pilier aussi de Gringo. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de mettre en avant des hébergements qu'on appelle nous pépites, mais c'est aussi et avant tout, en fait, des relations qu'on va pouvoir nouer avec les hébergeurs. Donc ça, c'est le point le plus important pour moi. Il y a un deuxième critère aussi personnel plutôt avant quand je fais ma sélection, c'est les photos. Donc je suis très attentif aux photos et j'essaie de leur rappeler d'ailleurs à tous à quel point c'est important pour tout le monde. À mon avis, je suis pas le seul dans ce cas. Et ensuite, il y a tout ce qui est voilà, ça relie un peu à ce que je disais sur l'humain. Il y a tout ce qui est petites attentions, petites surprises, des choses auxquelles on ne s'attend pas et qui vont nous surprendre positivement. Je pense à que ce soit des paniers repas, des services, voilà, en plus un terrain de pétanque par exemple. On n'avait pas forcément bien vu sur l'annonce qu'il y en avait un. Ou un prêt de vélo. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé par les gens aujourd'hui, de dire bah j'aimerais beaucoup me balader dans la région. Est-ce qu'il y a des vélos à disposition? Ils ne demandent pas forcément, ils se disent je verrai avec une agence sur place. Et quand il y a des vélos au logement, bah, tout le C'est monde est très bonus. content. Voilà. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez défendre avec Gringo? Les valeurs les plus importantes chez Gringo, je pense que la première, c'est l'équité, hein. Depuis le départ, on souhaite construire un modèle plus équitable que ce qui existe aujourd'hui, si je dois comparer aux grandes plateformes. Donc avec un modèle plus juste, avec 2 fois moins de commissions.
Et on trouve on trouve que c'est important déjà pour que les hébergeurs puissent se rémunérer un peu mieux, et ensuite aussi pour que les voyageurs puissent avoir un prix plus abordable, notamment lorsqu'ils voyagent en France. C'est ça qui va aussi participer à leur envie de voyager davantage en France. Les valeurs, il y a la responsabilité, bien entendu, qu'on a vis-à-vis de la planète. Donc ça, c'est une valeur forte, qui est aussi axiale chez Gringo. Et enfin, il y a l'honnêteté, la transparence. Je pense qu'à la base, encore une fois, de toute relation, j'ai l'impression de me répéter sur le mot relation, mais c'est quelque chose qui est important pour nous et qui est en fait la base d'une relation gagnant-gagnante et d'une relation de confiance. Et c'est comme ça qu'on estime, en tout cas, ou que nous on pense qu'on va arriver à faire une plateforme qui est plus équitable, plus responsable et qui participe au bien commun vraiment tous ensemble. Quel est le profil de votre audience? Alors on avait plein d'hypothèses sur le type de personnes qu'on allait intéresser. On s'était dit les jeunes, soucieux de la problématique environnementale, assez urbain, mais ce qu'on voit nous surprend beaucoup. Et on voit d'ailleurs qu'il y a un tiers de notre clientèle qui a moins de 35 ans, un tiers qui a entre 35 et 50, et un tiers qui a plus de 50 ans. Donc en fait, notre clientèle est très variée. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est on voit qu'on arrive à fédérer au-delà du sujet environnemental. On arrive à fédérer également sur le sujet social et économique avec le Made in France, le local, le modèle équitable. Et en fait, je pense qu'une de ces thématiques-là touche forcément un grand pan de la population. Donc ça, c'est une grande surprise pour nous et on trouve ça super intéressant. Et enfin, sur l'audience, on a aussi 2 tiers qui sont des femmes. On s'y attendait un petit peu parce que voilà, c'est elle qui réserve. C'est elle qui réserve. Alors déjà, c'est elle qui réserve, et je pense aussi sur le sujet écologique, elles sont un peu plus intéressées, un peu plus à la recherche de solutions sur cette thématique-là. Je pense qu'on est plus en avance sur la réflexion et la prise de conscience, peut-être. Vous êtes plus en avance sur tout, il faut le dire. Comment vous avez réussi à faire qu'une commission soit plus basse que vos concurrents? On a le droit de savoir le secret? Alors, je vais pas dévoiler tous les secrets, mais déjà, on a bien étudié le marché. Donc, on a regardé ce que faisaient les concurrents, on a regardé très bien aussi les comptes résultats de chaque plateforme, et on s'est dit, leur marge est assez confortable. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre une commission un peu plus équitable? Alors oui, on se rémunérera un peu moins bien, mais est-ce que c'est pas plus juste que pour l'hébergeur et pour le voyageur? Et est-ce qu'en même temps, ça va pas du coup créer une sorte de relation de confiance dont je parlais juste à l'instant entre l'hébergeur et nous, qui est une relation qui soit n'existe pas, soit qui s'est fortement dégradée entre les plateformes et les hébergeurs, à tel point que certains hébergeurs ne veulent plus en entendre parler. Et ça, on trouve ça dommage parce que le rôle d'une plateforme, c'est aussi le rôle de facilitateur et de proposer toute une panoplie de services qu'un hébergeur parfois ne peut pas proposer en direct ou qu'un voyageur va rechercher davantage. Parce que chez Gringo, si un hébergeur veut être référencé, au moins l'un de vous 4 l'a eu au téléphone, j'imagine. Il y a eu un contact. C'est pas juste je m'inscris sur la plateforme et puis personne ne me connaît, quoi. Alors tout à fait. Déjà, il n'est pas possible de s'inscrire comme ça sur la plateforme. Il y a forcément un contact téléphonique. Donc les gens font des demandes d'inscription sur Gringo qu'on accepte ou qu'on refuse en fonction de certains critères. Et donc systématiquement, il y a un échange téléphonique. Certains pourraient dire c'est pas du tout rentable de faire ça. Pour nous, c'est rentable parce qu'en fait, on fait connaissance avec la personne, on valide les 3 critères qui sont importants pour nous, et on montre aussi à la personne qu'on est un peu plus impliqué. Et d'ailleurs, les retours qu'on a quand on prend le temps d'échanger avec les hébergeurs, c'est super que vous soyez une plateforme qui prend le temps de discuter avec nous. À taille humaine. À taille humaine. Et voilà, et ça, on ambitionne vraiment de le rester. Certains pourraient dire, oui, quand vous grandirez, vous aurez plus le temps pour faire ça. Non, ça fait partie de nous. C'est quelque chose qu'il faut maintenir. C'est quelque chose qui est une sorte de pilier et qui est en fait la base du début d'une relation ensemble. Et c'est pour ça que, à mon avis, on aura toujours ce côté-là où on prend le temps de rencontrer les personnes, et d'en apprendre un peu plus sur elles et de faire connaissance. Est-ce que tu connais la part d'établissements éco-responsables en France par rapport à l'offre hôtelière globale? C'est une très bonne question. Avant de se la poser, on peut aussi se poser la question de ce que veut dire éco-responsable.
Tout à fait, ouais. C'est un terme très à la mode, qui est pas toujours très bien utilisé, qui est Un pas peu toujours fourre-tout, un peu fourre-tout, qui est pas toujours très bien compris. Certains diront que c'est les établissements labellisés. Est-ce que c'est le meilleur système ou le système le plus inclusif? Je suis pas sûr. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple d'une cabane dans les arbres et d'une maison d'hôtes dans une bâtisse du XVIe siècle, par exemple, pour illustrer à quel point cette question est complexe. La cabane dans les arbres va paraître super écologique et la maison d'hôtes dans la bâtisse du XVIe siècle, pas du tout bien isolée. Mais les hébergeurs vont travailler avec des producteurs locaux, utiliser des produits d'entretien écologique, bannir le plastique de leur usage, et la bâtisse est là depuis 600 ans. Donc est-ce que c'est pas ça en soi la définition de durable? Donc je pense que le terme éco-responsable est assez complexe à appréhender, mais pour nous ce qui compte c'est les valeurs de la personne. Et donc est-ce que cette personne est dans une vraie démarche de faire attention? Est-ce qu'elle a mis en place des gestes pour réduire son impact? Est-ce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur? Et donc ça, pour nous, c'est ça, être éco-responsable. C'est jouer le jeu et essayer d'améliorer son impact à son échelle. Et il y a une prise de conscience générale de la part de tout le monde, hein, et par ricochet des hébergeurs. Celle-ci, elle est assez rapide, même si à mon goût, pas assez rapide. Mais donc forcément, cette prise de conscience, c'est le cas des autres également, et c'est loin d'être marginal comme offre. Malheureusement, j'ai pas de chiffres parce que comme je peux te le dire, il pourrait être très très différent en fonction de moyens de calcul. Oui, je continue de la poser à chaque fois, mais personne ne peut me répondre. Mais parce que, comme tu dis, en fait, il n'y a personne qui la valorise, cette donnée-là, donc on peut... Voilà. Et comme c'est subjectif, ben voilà, c'est... Pour le moment, il n'y a personne qui la valorise. Après, on pourra dire que si on est sur Gringo et qu'on se reconnaît dans les valeurs et qu'on a justement coché les différents critères durables qu'on remplit, qu'on a rempli son empreinte carbone, bah là, on peut considérer que la personne est dans une démarche et fait partie de ce modèle-là et de ces hébergements éco-responsables. Après, est-ce que on va couvrir toute la France dans les prochains mois? Je suis pas sûr, mais on verra dans quelques années. On vous le souhaite. Justement, combien vous avez d'hébergeurs actuellement sur la plateforme? Alors actuellement, sur la plateforme, on a près de 400 hébergeurs. Ça fait à peu près 800 logements. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à 500 hébergeurs, 1000 logements d'ici fin d'année. On espère arriver à ce chiffre rapidement, si possible faire mieux et continuer sur cette progression. On a aussi un objectif pour fin 2022 qui est d'arriver à 2500 hébergeurs avec 5000 logements, donc il faut faire x5. Ça peut paraître très ambitieux, ça l'est certainement, mais on est des grands optimistes dans l'équipe, donc on pense qu'on peut y arriver. Et sur le nombre d'hébergeurs que vous avez, c'est quoi la proportion qui est chambre d'hôtes et gîtes? Parce que je sais que vous faites aussi des petits hôtels indépendants, il me semble. Donc, Tout à fait. Donc nous, on se concentre sur 3 typologies principales d'hébergement. Donc les gîtes, les maisons d'hôtes et les hébergements insolites. Effectivement, il y a quelques petits boutiques hôtels, on va dire. Ouais. Mais c'est pas une typologie d'hébergement qu'on a trop encore sur le site. Je dirais que c'est du 50-50. Hein. Donc on a peut-être un peu plus de gîtes et ensuite des chambres d'hôtes. Si je devais diviser même avec les hébergements insolites, ça ferait plutôt, on va dire 40% de gîtes, 30% de chambres d'hôtes et 30% d'hébergements insolites. Ok, super. Est-ce que pour vous, la pandémie a révolutionné les habitudes de consommation, mais de voyage, ça c'est évident, mais est-ce que vous pensez que ça a pu être finalement une opportunité pour vous? Ouais, c'est certain. Bon, on a eu les deux messages, hein. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit c'est pas forcément le bon moment de lancer une boîte dans le tourisme. Et nous, on s'est dit c'est vrai, mais c'est aussi le bon moment de lancer une boîte dans le tourisme et une boîte à impact. Pourquoi? Parce qu'on observait déjà des tendances fortes avant la pandémie, la volonté d'aller vers un tourisme plus authentique, plus local, plus durable, plus humain et plus nature aussi. Et je pense que la pandémie a renforcé ces tendances-là. Sur le local, on n'a pas forcément eu le choix vu qu'on ne pouvait pas sortir de France. Mais d'un côté, tant mieux. Ça a permis, je pense, à beaucoup de Français de découvrir des très belles régions en France qu'ils ne connaissaient pas et de se dire il n'y a pas forcément besoin toujours d'aller au bout du monde pour être dépaysé.
Et au niveau de l'industrie, nous, on a observé que les gens se tournaient davantage vers la location de gîtes, logements entiers, on va dire, afin d'être moins contraints par les gestes barrières. Et enfin, on voit aussi également qu'après une année et demie à ne voir personne, les gens sont vraiment en recherche de contact, en recherche de liens, en recherche d'humains. Et ça, c'est aussi ce qu'on essaie de mettre en avant sur Gringo. Est-ce que tu penses qu'il est indispensable de se positionner sur des valeurs de l'écotourisme en tant que porteur de projet ? Oui, je pense que c'est indispensable. Comme je l'ai dit, c'est un sujet qui est de plus en plus important pour les gens aujourd'hui. Et en tant qu'hôte, en fait, on a l'opportunité d'intéresser plus de voyageurs et plus de voyageurs qui nous ressemblent et qui nous correspondent si on se reconnaît dans ces valeurs-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les hébergeurs peuvent aussi avoir un rôle de prescripteur, c'est un mot difficile à dire, en mettant en place des gestes éco-responsables. Donc on le fait pour nous, bien entendu, et donc on se dit, ouais, on a un impact en mettant ces gestes-là en place. Mais on a aussi beaucoup de retours de voyageurs qui sont rendus chez des hébergeurs qui ont un potager en permaculture, par exemple, et qui sont intéressés par le sujet. Ils sont très intéressés de comprendre comment cela fonctionne, comment ça marche, comment mettre en place le même système chez eux. Et donc, si l'on réfléchit au nombre de voyageurs qui passent chez un hébergeur sur une année, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut influer sur le comportement de beaucoup de personnes. Ouais, à travers notre hébergement, on arrive à sensibiliser sur leur propre consommation à la maison aussi. Exactement. Donc c'est le principe de faire des gestes éco-responsables effectivement pour réduire son impact personnel, mais aussi montrer ce qu'on fait de manière plus ou moins évidente aux voyageurs qui s'intéressent ou non, bien entendu, mais sensibiliser les personnes sur les différents gestes. Et ça va potentiellement avoir un impact beaucoup plus large que son impact seul personnel. Et justement, pour toi, quels sont les nouveaux critères de choix des voyageurs ? Qu'est-ce qui est important dans leur sélection d'un hébergement ou dans leur construction de voyage ? Ouais, je pense que les gens aujourd'hui vont rechercher beaucoup plus d'expériences personnalisées, d'expériences différentes, d'expériences uniques. De retour à la nature, d'expériences insolites aussi. On voit un gros boom des hébergements insolites depuis plusieurs années, mais encore plus maintenant. Et je pense que ça ressort forcément. Donc il y a un vrai besoin en fait des différents acteurs sur cette industrie de proposer des expériences comme ça, personnalisées. Encore une fois, il y a une recherche de l'humain et du contact et de volonté de découvrir une culture. Que ce soit, voilà, on peut découvrir une culture quelque part en France et être, on va dire, dépaysé quelque part en France, je le répète. Et je pense qu'il y a cette recherche-là, en fait, vraiment de lien humain qui est importante. D'un point de vue écologique, je pense que les gens apprécient avoir la visibilité sur les différents critères durables que remplissent tel ou tel hébergeur. Ouais. C'est un des retours principaux qu'on a eu au début de l'aventure, c'est-à-dire que pendant qu'on a étudié le marché, on a aussi fait beaucoup d'interviews voyageurs pour comprendre les besoins. Et un des retours principaux, c'était moi, quand je fais mes courses ou quand j'achète des vêtements, je vois à peu près si c'est bon pour la planète. Par contre, dès que je voyage, c'est assez opaque. J'ai pas l'information si je vais chez tel ou tel hébergeur, s'il fait gaffe, s'il fait le tri. Avec quel produit il fait le ménage, son linge de lit. Exactement. Ouais. Et donc c'est vrai que nous, en observant un petit peu le marché, aucune plateforme ne faisait ça et ne mettait en avant ces gestes éco-responsables. C'était pas valorisé. Alors qu'il y a certains hébergeurs qui font ça depuis une vingtaine d'années. Donc ça, nous, on trouve ça forcément dommage. Et donc je pense que ça, c'est un fort besoin qui est accentué depuis aussi la pandémie. Et nous, on espère en fait que ça va continuer dans ce sens et que ça va être de plus en plus important pour les gens. Ouais, mais je pense que c'est aussi un axe de communication que les hébergeurs doivent réellement prendre aussi. Tout à fait. Parce qu'effectivement, certains n'ont pas du tout le recul sur le fait qu'ils ont plein d'engagements, ils ne sauraient même pas se positionner en tant qu'hébergeurs éco-responsables, alors qu'en fait, ils agissent vraiment pour la planète grâce à leurs actions, juste pour leur activité, quoi. Exactement, et je pense qu'il n'y a pas besoin de se dire « il faut être parfait » d'un point de vue éco-responsable pour que je me positionne comme tel. Je pense qu'il y a plein de gestes qu'on peut faire au quotidien, et nous, c'est le message qu'on essaie de porter. Il n'y a pas forcément besoin d'être parfait sur toute la ligne. L'important, c'est d'essayer de réduire son impact comme on le peut. Et la plupart des hébergeurs le font déjà. Certains s'en rendent compte. Donc, bien sûr qu'il faut le valoriser. Et justement, du coup, vous, comment vous établissez votre sélection pour les hébergeurs ? Qu'est-ce que vous leur demandez ?
Alors nous, on a 3 critères qui sont importants pour nous, 3 critères sur lesquels on est particulièrement attentif. Le premier, c'est la qualité de l'expérience. Et donc là, ça peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être parce que le logement est dans un cadre sympa, a un bon rapport qualité-prix, est authentique. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde beaucoup les sites, les annonces, les photos, les avis des hébergeurs pour essayer de comprendre ce point-là, d'échanger avec eux, bien entendu. Le second critère, c'est plutôt sur le côté, effectivement, durabilité. Et donc, est-ce que l'hébergeur est dans une vraie démarche de mise en place de gestes pour réduire son impact? Et est-ce qu'il est aussi dans une logique de progression sur le sujet et de sensibilisation des voyageurs? Et enfin, le troisième point, c'est plutôt le côté humain. Je parle beaucoup d'humain pendant ce moment avec toi, mais c'est important pour nous que les personnes soient là, soit pour accueillir, soit pour échanger avec les voyageurs. Oui, c'est pas une boîte à clés. C'est pas une boîte à clés. On n'est pas trop fan des boîtes à clés. Alors ça peut être utile, hein, notamment Oui. en cas d'arrivée tardive. Bien sûr. Mais on n'est pas déjà trop fan de l'idée. Et enfin, on considère que, comme j'ai dit un peu plus tôt, la rencontre avec l'hébergeur fait tout autant partie de l'expérience que l'hébergement. Et donc on trouve ça dommage quand elle n'existe pas. Donc ça, c'est les 3 critères qui sont importants pour nous. Et donc nous, on parle au téléphone avec chaque hébergeur qui vient sur la plateforme pour valider ces 3 critères-là. On a pris le parti de ne pas avoir une grille rigide de cases à cocher ou une sorte de pas avoir un cahier des charges trop rigide où l'hébergeur va cocher un certain nombre de cases et à la fin avoir une note ou un éco-score, etc. On trouve que c'est pas forcément la bonne solution et en plus ça va pénaliser certains hébergeurs qui font des efforts et qui vont se dire ah bah c'est pas suffisant, je suis pas parfait donc je vais pas sur cette plateforme. Oui, parce que comme tu le dis, c'est un cheminement aussi. Donc on peut être juste au début de sa transition et pour autant être tout à fait légitime aussi. Donc il faut justement accompagner plutôt que de fermer les portes, quoi. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que nous on considère que c'est important d'avoir une approche inclusive, bienveillante sur ce sujet. C'est un sujet qui est assez clivant. Et donc c'est pour ça qu'il faut intégrer un maximum d'hébergeurs avec nous pour leur montrer que chacun peut faire des efforts à son échelle et que petit à petit chacun peut progresser. Et plus on est nombreux, plus on a un impact. Alors que si effectivement on prend que ceux qui sont parfaits, qui n'ont pas de piscine, je veux pas soulever un débat là, mais qui n'ont pas de piscine, etc. Du coup on va avoir un nombre d'hébergeurs moins important et l'impact qu'on aura nous aussi en tant qu'entreprise sera plus minime. Ça devient plus niche, alors forcément tu touches moins de monde, ou en tout cas tu touches déjà des gens qui sont sensibilisés, donc c'est dommage puisque il faut ouvrir les gens à ce genre d'habitude. Bien sûr. Est-ce que vous vous déplacez pour rencontrer les hébergeurs, pour visiter les hébergements et tout ça? Alors malheureusement on n'a pas la chance de pouvoir se déplacer pour visiter les hébergeurs individuellement. Déjà, quand on a lancé le projet, c'était un peu compliqué de se déplacer, en France, en tout cas. Et on n'a pas les ressources suffisantes, en tout cas dans l'équipe. On était 4 au début, on est 8 maintenant. Donc on peut dire qu'on a doublé les effectifs, mais ça ne nous permet pas de nous déplacer partout en France. Et aussi, si on veut avoir une commission plus équitable, il faut qu'on soit très soigneux sur les coûts. Et donc voilà, si on se déplaçait partout en France, on pourrait malheureusement pas avoir une commission de 10%. Oui, donc c'est ce que j'allais te demander justement. Donc cette commission, elle est de 10%? Ouais, c'est ça. 10%. Donc on a une commission de 10% côté hébergeur sur chaque réservation. Ouais, okay. Et donc on prend pas de commission côté voyageur. Certaines plateformes prennent des deux côtés. Oui, hein. okay. C'est un parti pris parce qu'on estime que c'est plus simple et plus juste. Et est-ce que c'est juste la commission ou il y a une adhésion pour être référencé? Non, c'est juste la commission. Donc 10% de commission côté hébergeur. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'engagement. C'est pas trop dans l'ADN de Gringo en fait de forcer les gens à faire des choses. Et donc c'est pour ça qu'on estime que c'est le plus juste, aussi parce que les gens peuvent venir tester la plateforme, voir si ça leur convient, voir si la clientèle aussi qui vient via Gringo leur correspond. Si ça leur va pas, ils peuvent arrêter d'être sur la plateforme, et si ça leur convient, ils sont sur la plateforme, et tant mieux. Qu'est-ce qui peut te faire refuser un hébergeur ? Il y a différents critères, je pense, que j'ai cités, hein. Mais je pense les gens qui sont très très boîte à clés, on prenait l'exemple tout à l'heure, et qui sont pas forcément dans l'échange ou pas forcément dans l'accueil, qui est quand même la base, hein, je pense, de ce métier. Mais c'est quand même des gens qui viennent te voir.
C'est étonnant parce que j'aurais pas pensé qu'ils allaient jusqu'à Non, à la plateforme. il y a de tout. Il y a Ouais. de tout. Mais effectivement, la plupart des personnes qui viennent nous voir se reconnaissent dans nos valeurs. Et donc, il y a beaucoup d'hébergeurs qu'on a la chance d'accepter parce qu'ils cochent toutes les cases, on va dire. Mais s'il y a certains hébergeurs que je peux refuser, c'est plutôt un refus, on va dire, temporaire, quoi. Ouais. C'est-à-dire, malheureusement, la typologie d'hébergement correspond pas. Je pense notamment aux hôtels, où c'est un peu plus complexe avec tout ce qui est channel manager, synchronisation des différents calendriers, planning des différentes chambres. Là, malheureusement, sur cette typologie, nous, on préfère leur dire, attendez, on attend d'être intégré chez les principaux channel managers, ça va arriver, on y travaille. Et une fois que c'est bon, on peut avancer ensemble. Quels sont les prérequis quand on est hébergeur? Alors, au-delà de toutes les valeurs et de ce qu'on peut mettre en place, est-ce qu'il y a un aspect technique à avoir? Non, il n'y a pas d'aspect technique. En fait, il y a juste, à mon avis, l'envie de venir sur Gringo, de se reconnaître dans nos valeurs. L'inscription est très simple. Nous, comme je l'ai dit, on échange avec chaque hébergeur pour faire connaissance. Si ça l'intéresse, il peut s'inscrire sur Gringo. Une fois qu'il a fait sa préinscription, on le rappelle pour justement lui montrer son interface hébergeur, qui est assez simple et intuitive, mais on aime bien le faire ensemble, encore une fois. Et c'est à ce moment-là qu'on vérifie que tout est bien synchronisé, tout est bien paramétré, etc. Comment vous mettez en place l'accompagnement dont tu parlais? Est-ce que vous fixez des dates à un certain délai pour reprendre contact et voir comment se sont passées les choses? Est-ce que toi, tu regardes un peu tes stats pour voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de résas sur tel ou tel hébergement? Comment tu fonctionnes? Déjà, on a vraiment la volonté d'être disponible s'il y a besoin. Donc voilà, on a nos numéros, nos emails. La plupart des hébergeurs sur Gringo ont mon numéro aussi personnel si jamais il y a un souci. Donc on est forcément là s'il y a besoin et on est aussi disponible dès qu'il y a soit un retour, soit quelque chose qui va pas avec un voyageur, quoi que ce soit. Donc ça, c'est un premier point. On n'a pas mis en place plusieurs créneaux dans l'année où on va se parler. On sait que vous êtes très occupés et on veut pas vous prendre trop de temps, mais en tout cas, on a vraiment la volonté de montrer qu'on est là. On est aussi très preneur en fait des retours, de vos retours sur le site, parce que l'idée depuis le départ avec Gringo, c'est on part d'une page blanche et on essaie de co-créer avec vous le meilleur site possible. Et donc et en plus, on a une équipe de développement en interne, donc Félix, Antoine et JB, je les salue, qui est super efficace, super flexible. C'est des gros bosseurs et donc ça nous permet en fait dès qu'on a beaucoup de retours hébergeurs d'implémenter ça sur le site. Ouais, vous êtes hyper flexible. C'est une de nos grandes forces et donc voilà, donc moi j'incite toujours les hébergeurs, même si effectivement la fin un peu de la relation, il n'y a pas de fin de relation, mais on a eu un premier contact téléphonique, on en a un second pour finaliser l'inscription. Et ce que je dis toujours, c'est la relation ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que nous, on a besoin aussi de vos retours sur le site. Et nous, on est aussi là si jamais il y a un souci. Ouais, c'est dans les deux sens. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix du nom Gringo? Je savais qu'il y aurait cette question. J'avais vu, elle n'était pas dans la liste et je me suis dit, c'est sûr que Laura va me poser cette question. Donc, on a testé plusieurs noms. On voulait quelque chose de court, qui sonne bien. Et Gringo est ressorti. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec le nom Gringo. On peut déjà le jeu de mots. Je pense que quand on parle aux gens au téléphone et qu'on leur dit Gringo, personne se dit que ça s'écrit G-R-E-E-N-G-O. Et ben finalement, si. Et en fait, il y a aussi un petit peu d'imaginaire autour du Gringo. Donc on parle beaucoup de pépites. Donc ça, c'est les hébergements. On parle beaucoup de trésors. Donc ça, c'est plusieurs endroits en France qui sont à voir. Et donc voilà, le Gringo, c'est un peu l'étranger qui arrive et qui va essayer de trouver des pépites et des trésors en fait dans un nouveau pays. Et enfin, si on veut partir très loin, il y a un peu d'autodérision parce que le Gringo, c'est un peu l'étranger, l'américain qui vient en France avec ses grosses plateformes et qui paye pas d'impôts en France. Et donc nous, c'est un peu ce qu'on essaie de combattre. Donc là, on est peut-être parti un peu trop loin, mais voilà, on se dit le nom marche bien. Et d'ailleurs, on a pas mal de retours d'hébergeurs qui nous disent je me suis rappelé du mot, j'aime bien. Et il y a un dernier point qui est effectivement un gros retour qu'on a, c'est pourquoi vous n'avez pas pris un nom français, vous avez un projet français en France, etc. Voilà, Voilà, j'ai pris un peu d'avance sur ta question.
Et on s'est dit, il faut un nom au cas où. On pense que le futur du tourisme durable est européen et que si Gringo fonctionne bien en France, il y a beaucoup de travail en France, hein, donc pour l'instant, on va se concentrer sur la France. Mais si Gringo fonctionne bien, potentiellement, on ouvrira des pays limitrophes. Et donc dans ce cas de figure-là, il est très difficile de changer de nom en cours de route. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, il nous faut un nom anglophone. Alors bien sûr, on préfère avoir un nom français, mais on trouve que le nom Gringo sonne bien. Il y a tout l'imaginaire qui va autour dont je viens de parler, qui est assez drôle. Donc pour l'instant, on garde ce nom. Et une autre question qui n'était pas notée non plus, vous avez le slogan qui est l'alternative responsable à Booking et Airbnb. C'est culotté quand même de citer ses concurrents, non? C'est très culotté, mais ça parle à tout le monde. Donc ça va parler aux voyageurs et ça va parler aux hébergeurs. Si on dit la plateforme de réservation, d'hébergement responsable, c'est trop long, les gens comprennent pas, savent pas exactement ce que veut dire responsable. Et donc en fait, l'alternative française et responsable à Booking Airbnb, les gens comprennent tout de suite. Et les gens savent ce que c'est Booking Airbnb et se disent ah ok, bah c'est quelque chose de français et avec un modèle un peu plus équitable et qui fonctionne justement de manière un peu plus responsable que ces plateformes-là. Donc c'est pour ça qu'on a pris ce parti. Et d'ailleurs, ça marche assez bien et je pense que les relais médias qu'on a eus, c'était aussi grâce à ça, parce que les gens ont tout de suite compris et se sont notamment arrêtés sur exactement ces mots-là quand on leur parlait de la plateforme. Où est-ce que tu vois Gringo dans 5 ans? Encore une fois, c'est une très bonne question. Dans 5 ans, c'est dans longtemps, hein. Nous, ça fait que 1 an et demi qu'on travaille sur le projet, ça fait que 7 mois d'activité qu'on est là. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure du slogan Gringo, l'alternative française et responsable à Booking Airbnb. Moi, ce que j'espère dans 5 ans, c'est qu'on n'ait plus besoin de ce slogan-là, que tout le monde connaisse Gringo et qu'on soit la plateforme de référence de réservation d'hébergement responsable en France et en Europe. On verra les pays plus tard, bien entendu. Et après, on peut aussi imaginer toute la partie activité. Et là, pour l'instant, on se concentre sur la partie hébergement qui est assez compliquée et assez large de toute façon. Mais pourquoi pas regarder du côté des activités d'ici 5 ans. Super. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à faire grandir Gringo? Je pense qu'on peut faire plein de choses. Déjà, de pouvoir échanger avec toi sur les clés du gîte, de pouvoir te rencontrer ici au Moulin de Bernard. Je te remercie beaucoup parce que ça faisait plusieurs mois que j'essayais de venir te voir. Donc déjà, ça c'est un grand plus parce que je pense que ça va permettre à certains hébergeurs de nous connaître. Enfin, juste de parler de nous autour de vous. Ça coûte rien et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que tous les hébergeurs qui s'inscrivent chaque jour sur la plateforme viennent de bouche à oreille. Donc en fait, ils nous disent je vous ai connu via un autre hébergeur ou je vous ai même connu via des voyageurs qui sont venus chez moi, pas via votre plateforme, mais qui auraient aimé réserver chez moi via votre plateforme. Donc ça, c'est très intéressant et ça nous conforte fortement dans le projet le fait qu'il y ait autant de personnes qui parlent déjà de nous. Donc juste parler de nous autour de vous, c'est déjà très bien. Et puis enfin, également, si ça vous intéresse, rejoindre la plateforme, bien entendu, parce que c'est en faisant grandir la plateforme qu'on va aussi y arriver. On a vraiment une logique d'être sur un marché où il faut avoir de l'offre sur une plateforme pour être pérenne. Et donc, si on n'y arrive pas, si on n'est pas suffisant, malheureusement, nous, on ne pourra pas garder ce modèle-là. Donc, si certains hébergeurs se reconnaissent dans nos valeurs et veulent aussi nous aider à créer cette alternative, ils sont les bienvenus. On est là pour répondre à leurs questions. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, on est preneur des retours sur le site. On veut co-construire le site avec vous. Donc, chaque retour est très précieux. On ne les prend pas à la légère. Parfois, on met un peu de temps à les implémenter, mais ils sont sur une liste et dans un coin de notre tête. Est-ce que quand on adhère à la plateforme, on a alors je sais pas, j'ai l'idée d'un autocollant, mais quelque chose qui justement qu'on puisse mettre dans notre établissement pour que nos voyageurs puissent aussi voir qu'on fait partie de Gringo? Alors ça, on aimerait beaucoup et d'ailleurs, on y réfléchit beaucoup. C'est quelque chose qui est très demandé par tous les hébergeurs. Et ça va dans ce sens un peu du bouche à oreille. Ouais. Donc, on aimerait avoir une plaque Gringo ou quelque chose qui s'en rapproche.
On travaille sur le sujet, on espère pouvoir vous en dire un petit peu plus début 2022. Bon, on a peut-être une exclue là quand même. J'en ai parlé à personne. Hein. Je vais sûrement me faire engueuler par mes collègues. Va falloir que je coupe. Bon, on arrive à la fin de notre échange. Donc, j'ai 2 dernières questions à te poser. Quel gîte ou chambre d'hôte te fait de l'œil pour y passer le week-end? Comme je l'ai dit précédemment, je suis généralement celui qui organise les week-ends entre amis. Et je suis toujours à la recherche de grands gîtes. Donc j'ai l'occasion de me trouver aujourd'hui au Moulin de Bernard. Hein. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir y séjourner. Enfin, j'ai eu droit à une visite personnalisée, donc j'aimerais beaucoup pouvoir y séjourner en le réservant sur Gringo, si possible. Et cela fait aussi longtemps que je rêve de découvrir le Matsaribou en Ardèche. Je ne sais pas si tu connais, chez Annick et Michel. Donc j'espère que ça aussi, ce sera pour bientôt. Je connais, puis elle est passée dans le podcast. Super. Bon, alors ma dernière question, comment peut-on contacter soit toi, soit l'un de tes collaborateurs? Ouais, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de Gringo. Alors attention, Gringo, ça s'écrit Greengo. Ouais. Pas comme le Gringo. Et donc en fait, il y a nos coordonnées en bas de site avec notre numéro de téléphone, le 01 76 31 05 00. Ça, c'est notre numéro de fixe. Et il y a notre email qui est bonjour@gringo.voyage. On a aussi une page hébergeur Rejoignez-nous où vous pouvez vous inscrire et prendre rendez-vous avec nous, avec moi plus particulièrement. Génial, tout sera dans les notes de l'épisode. Un grand merci Mathieu pour ton temps, pour être venu jusqu'à moi. C'était super chouette d'enregistrer comme ça ensemble. Et puis longue vie à Gringo. Un grand merci à toi Laura. C'est un plaisir d'être ici. Le gîte est magnifique. Et effectivement, c'est toujours agréable de pouvoir enregistrer dans un cadre comme ça et surtout de pouvoir voir des personnes pour de vrai. Donc merci pour ton accueil et merci pour ce bon moment ensemble. Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non? Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. À très vite pour un nouvel épisode des Clés du gîte.